Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à cette session qui va porter sur l'intersection de deux technologies à fort potentiel qui sont l'informatique quantique et l'intelligence artificielle. Je suis Julien Bergounou, rédacteur en chef de l'Usine Digitale, et je vais avoir le plaisir de modérer cette session. Avec moi, j'ai 5 intervenants de haut vol pour en discuter, qui sont Olivier Ezrati, qui est cofondateur de Quantum Energy Initiative, Filippo Vincentini, qui est professeur de la chaire physique quantique et IA à l'École Polytechnique, Giovanni Lamana, qui est directeur du laboratoire d'Ansys physique des particules, Salvatore Sina, qui est directeur du programme de technologie quantique du CEA et coordinateur de la stratégie nationale du CEA pour le quantique, et Félix Givois, qui est ingénieur en projet calcul quantique au sein du GENSI. Eh bien, déjà, bonjour à tous les 5. Merci d'être présents avec nous. Alors, la question à laquelle nous allons tenter d'apporter une réponse, c'est de savoir si ces deux technologies sont complémentaires ou concurrentes, à quels usages elles peuvent servir, à quelle échelle, à quel coût, quand elles peuvent être industrialisées. Bref, vaste programme, on a 1h15. Et donc, c'est parti. Alors, pour commencer, on va peut-être rappeler qu'est-ce que l'informatique quantique, parce que je pense que tout le monde n'est pas expert dans la salle. Pour démarrer, au hasard, le premier que j'ai cité, Olivier, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que l'informatique quantique, à quoi ça peut servir? L'informatique quantique, c'est un secteur d'activité nouveau qui est apparu il y a à peu près une dizaine d'années, sur la base d'idées qui, elles, datent d'il y a environ 45 ans, de scientifiques américains et russes, donc Paul Benioff, Richard Feynman et Yuri Manin, qui ont eu l'idée d'utiliser la physique quantique comme un outil de calcul. C'est ça l'origine de l'idée. Et pourquoi ils ont eu cette idée-là? C'est toujours intéressant de reprendre l'origine de l'histoire. C'est que les particules quantiques, à l'échelle des atomes, des électrons et des photons, elles ont un certain nombre de caractéristiques et qui les rendent à même de simuler des effets qu'on a dans la matière quantique elle-même. Et il se trouve que les physiciens, les chimistes, les gens qui font de la biologie, ils ont besoin de simuler des matériaux, des procédés chimiques, etc., qui sont des phénomènes quantiques. Et donc l'idée d'origine, c'était de se dire, pour simuler des phénomènes quantiques qui ont besoin de très grande puissance de calcul sur des ordinateurs classiques et qui atteignent des limites aujourd'hui, pourquoi pas utiliser les principes de la physique quantique pour simuler un système qui lui-même est quantique. C'est ça l'idée d'origine. Alors l'idée, elle a fait son chemin. Pour donner un petit peu quelques paramètres historiques, les premiers ordinateurs quantiques avec juste 2 qubits, c'est-à-dire les 2 unités de calcul de base de ce genre de machine, sont arrivés en 1996, avec des ions piégés. Sont suivis d'autres technologies, notamment les supraconducteurs, arrivés entre 1999 et 2002. Et depuis environ une dizaine d'années, on a vu émerger des acteurs commerciaux qui ont sorti des premières générations de machines qu'on peut qualifier de prototypes, qui sont des machines qui, pour l'instant, ne sont pas encore à même de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire en calcul classique, mais qui montent en puissance régulièrement. Et d'ailleurs, aussi curieux que ça puisse paraître, il y a à peu près plus d'une centaine de machines qui ont été construites et ou vendues et ou mises en œuvre dans le cloud et que les gens peuvent utiliser pour tester. Donc là, j'ai dit, qu'est-ce que c'était? Maintenant, à quoi ça sert? Le à quoi ça sert, c'est une question. On n'a pas encore la réponse. Il y a plusieurs domaines qui relèvent du calcul où on pense que ça pourrait apporter de la valeur. Et leur viabilité scientifique et technologique n'est pas toujours prouvée et elle est très variable d'un sujet à l'autre. Le premier cas, je l'évoquais tout à l'heure, c'est de résoudre des problèmes de simulation physique, comme ce qu'on appellerait dans le monde de l'IA ou dans d'autres domaines la notion de jumeaux numériques. Donc comment on crée des jumeaux numériques avec un ordinateur quantique qui simule des matériaux nouveaux, des processus chimiques, des interactions moléculaires, du calcul de l'énergie au repos, l'énergie excitée d'un complexe moléculaire, etc. Donc ça, c'est de la physique quantique simulée numériquement. Aujourd'hui, on atteint des limites, certaines limites avec les machines classiques. Pourquoi pas le faire avec un ordinateur quantique pour aller plus loin? Ça, c'est le premier cas. C'est le plus crédible aujourd'hui. Disons, par rapport aux expérimentations qui sont faites, c'est là où on obtient des résultats les plus probants, même si les machines nécessaires pour faire ça correctement, elles ne sont pas encore là, il faudra encore attendre quelques années pour les obtenir. Le deuxième domaine, qui est là extrêmement sujet à caution, mais qui est lié à beaucoup de promesses de l'industrie, c'est les optimisations. Donc la résolution de problèmes d'optimisation combinatoire, qui correspondent à des problèmes qu'on a dans le monde du marketing, de la logistique, des télécoms, des transports, où on a besoin d'optimiser des parcours, des chargements de camions, tout un tas de problèmes. Dans la finance aussi, on cherche à optimiser des portefeuilles financiers ou de se protéger contre des taux de change. Tout ça, c'est des problèmes d'optimisation d'une manière ou d'une autre. Alors là, il y a beaucoup de promesses là-dessus.
la réalité algorithmique est plus sujette aux cautions. Puis il y a un troisième domaine dont on va parler tous ensemble derrière, qui est le monde du machine learning. Donc, il se trouve que le calcul quantique, il a une particularité, c'est qu'il permet de manipuler, pendant qu'on fait le calcul, un espace de données de très grande taille. Donc ça peut être avec une très grande dimension, beaucoup de dimensions. Donc il y a des gens qui ont imaginé, il y a une quinzaine d'années, que ça pourrait servir éventuellement à résoudre des problèmes de machine learning grâce à cette dimension. Mais on verra tout à l'heure qu'il y a des réserves, évidemment, pour le faire correctement. Et puis il y a deux autres cas de figure qui ne nous concernent pas au niveau de l'IA aujourd'hui. Il y a la résolution d'équations différentielles qui sont intéressantes pour l'ingénierie, pour la mécanique des fluides, pour l'aérospatial. Et puis il y a un dernier cas qui fait peur à tout le monde, mais qui ne sert strictement à rien, qui est de casser Internet en cassant les clés publiques type RSA, et qui potentiellement pourrait mettre à mal l'Internet. Alors je dis que ça ne sert à rien, parce qu'économiquement ça ne sert pas à grand-chose, à part emmerder tout le monde, mais ça peut avoir une utilité qui est de développer l'état de l'art algorithmique pour éventuellement le réutiliser ailleurs. Et par ailleurs, il se trouve, et on n'en parlera pas en détail ici, c'est qu'il existe des parades contre cette menace lointaine que l'ordinateur quantique puisse casser des codes de sécurité. Donc j'ai balayé comme ça 5 cas d'usage, mais ils n'ont pas tous la même crédibilité. Oui, il y en a beaucoup, c'est des promesses à horizon flou, voire lointain. Mais on va revenir dessus. Ça dépend des cas. Ça dépend il y a déjà des gens sur certains types d'ordinateurs qui font des choses pas inintéressantes, y compris dans la simulation physique. On va en reparler. On en reparlera, quoi. Giovanni, est-ce qu'on peut rapidement balayer sur le plan scientifique aujourd'hui ce que permet de faire l'IA, ce que ça change pour contrebalancer avec le quantique qu'on vient d'avoir? Allô, ça marche? Oui. Je pense ça fonctionne? Oui. Oui. Donc, dans les secteurs de la recherche scientifique, je me concentrerai un peu plus sur la recherche scientifique expérimentale. En ce qui concerne les quantiques, il y a en fait 3 trajectoires. La première, c'est les avancées dans la mise en évidence des phénomènes quantiques à partir des matériaux macroscopiques, même matériaux organiques. Et cela ouvre la porte vers la réalisation de nouveaux dispositifs, de nouveaux détecteurs, donc une ouverture même d'un nouvel espace de phase dans n'importe quelle discipline de la physique à laquelle j'appartiens, mais aussi dans la chimie, dans la biologie, dans la pharmacologie. Une deuxième trajectoire est celle qui a été mentionnée tout à l'heure, et celle du calcul quantique. Et là, il faut se rappeler que probablement ce qui est étudié aujourd'hui, au-delà des tests que nous venons de mentionner à différentes échelles, dans différents contextes, c'est que la QPU, la Quantic Processing Unit, l'unité, va probablement être dans une première phase considérée ensemble avec la CPU, les Graphic Processing Unit et les GPU dans une plateforme hétérogène de computing. Et ça, c'est très important car les différents domaines scientifiques ont des problématiques différentes, complémentaires, même avec certaines similitudes, et ils ont besoin de plus en plus des plateformes hétérogènes. La troisième trajectoire dans la recherche scientifique est l'utilisation des technologies quantiques pour la communication, la synchronisation, imaginons les antennes, les interféromètres, les détecteurs de physique des particules. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, l'application, on l'a pratiquement dans tous les domaines. Mais je dirais encore là 3 considérations. La toute première, il y a une extension, une démocratisation dans les domaines scientifiques de l'application de l'intelligence artificielle. Et j'oserais dire que c'est c'est surtout la tradition de notre communauté scientifique de la physique des particules d'appliquer les méthodes d'analyse des données statistiques, des méthodologies qui à l'époque étaient déjà basées sur méthodes bayésiennes, boost decision tree, réseau de neurones. Aujourd'hui, tout cela est appliqué davantage dans d'autres disciplines scientifiques grâce à essentiellement 3 constats. Le premier, la facilité d'avoir la disponibilité et l'accès à des plateformes de calcul performantes. La deuxième, c'est l'avoir vraiment vérifié la qualité du réseau à haute bande passante.
Et pour finir, la mise à disposition de la donnée scientifique en mode FAIR, où FAIR est Fundable, Accessible, Interoperable User, donc facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Les deuxièmes ingrédients de cette démocratisation de l'intelligence artificielle dans les sciences est lié essentiellement à la possibilité, effectivement, d'avoir accès au logiciel open source. L'open source qui a pratiquement deux conséquences. La première, c'est un grand risque, et vous le savez, vous l'avez déjà entendu, d'utiliser les bibliothèques d'intelligence artificielle qui sont disponibles ou les bots, les chats GPT, pour les appliquer pour n'importe quelle application scientifique ou autre application. Je dirais qu'il y a une conséquence plus positive, c'est de pousser les scientifiques à coopérer dans un contexte de fertilisation croisée, pas exclusivement avec les mathématiciens, les informaticiens, mais vraiment partager l'expérience, partager les savoir-faire et comprendre que même si on a la disponibilité de l'open source, il faut travailler ensemble pour trouver la bonne solution aux problèmes posés. Pour finir, pourquoi cette démocratisation et cette extension? Car il y a des disciplines scientifiques où, exactement comme traditionnellement de la physique de haute énergie, désormais, les frontières de la connaissance sont poussées, la sensibilité des dispositifs de recherche expérimentale est très élevée et ils génèrent des quantités de données importantes et la complexité de ces données pousse de manière obligatoire les communautés scientifiques à maîtriser ou en tout cas à reprendre les méthodologies typiques de notre communauté scientifique dans leurs domaines respectifs. Après, si on a le temps, on peut revenir sur deux de ces aspects plus en détail. Oui, bien sûr. Peut-être pour nous aider à mieux comprendre ce qui a été évoqué plus tôt, Salvatore, est-ce que vous pouvez nous parler un peu quand on parle de simulation quantique des matériaux, typiquement, qu'est-ce que ça change par rapport à la simulation, on va dire, numérique traditionnelle? Oui, donc normalement aujourd'hui pour simuler les matériaux... Je pense qu'il faut parler plus fort parce que les micros sont pas... je me plus vite. Ok, donc, quand on parle aujourd'hui de modélisation de molécules, par exemple, de matériaux, on utilise normalement des méthodes soit précises, qu'on appelle ab initio, soit des méthodes statistiques, des méthodes qui s'appellent Monte Carlo. Essentiellement, ce qu'on arrive à voir à la fin, on arrive à simuler des molécules, mais on arrive à voir leur forme approximative. On n'arrive pas à voir leur valeur précise exactement et leurs propriétés précises. Donc aujourd'hui, l'avantage, comme l'a dit Olivier au début, l'avantage du simulateur quantique et qui utilise l'interaction entre les composants de ce simulateur pour répliquer les propriétés quantiques qu'il y a, donc les liens, les liaisons moléculaires qui sont faites entre électrons de atomes contigus. Par contre, là, les deux ils vont ensemble dans le sens qu'aujourd'hui, donc un simulateur quantique, on peut l'imaginer comme une matrice donc, de points, les qubits, chacun interagissant avec le voisin en simulant donc des liens chimiques, donc comment des électrons d'atomes contigus forment des liens moléculaires. Mais pour le faire démarrer, il lui faut un point de départ. Donc le point de départ aujourd'hui, on le fait en utilisant par exemple de modèles, comme j'ai dit avant, de modèles approximatifs qui nous donnent une configuration approximative et on l'injecte après comme point de départ dans le simulateur. L'IA aujourd'hui commence à jouer un rôle là-dedans, dans le sens qu'on peut utiliser l'IA pour avoir un spectre plus large et plus précis de points de départ sur lequel faire partie le simulateur. C'est déjà utilisé aujourd'hui. Et donc, essentiellement, on entraîne l'IA avec les éléments qu'on a déjà au niveau de connaissance de comment une molécule doit être pour avoir certaines propriétés. Donc il nous aide à identifier les scénarios les plus probables, ceux qui ont l'énergie minimale. On les met dans le simulateur et le simulateur après fait un calcul exact. Le scénario du simulateur quantique, on le réinjecte et on l'utilise pour entraîner à nouveau l'IA. Donc ça, c'est le modèle aujourd'hui dans lequel la simulation et l'IA, par exemple, devraient commencer à travailler ensemble. Donc ça, c'est un scénario le plus embrassé aujourd'hui. Et il y a déjà aujourd'hui des compagnies dans le cadre de la pharmacologie, par exemple, qui utilisent cette approche pour réduire le nombre de tests expérimentaux de molécules qu'ils doivent tester
Voilà, et donc c'est une approche déjà utilisée en pratique. Du coup, si j'ai bien compris, on peut trouver des millions et des millions de molécules sans rien faire. En fait, on peut baisser le budget de la recherche. C'est bien pour le gouvernement, ça. Je sais pas, Filippo, une réaction peut-être? Et enfin, Giovanni et Salvatore aussi, évidemment. Bah, en fait, on veut baisser les budgets des laboratoires, on veut baisser les budgets pour les centres de recherche privés en pharmacologie, en sciences des matériaux. Ils veulent baisser leurs dépenses dans les laboratoires, hein, parce que c'est impossible si on se pose la question quel est un superconducteur à haute température, ça fait 50 ans, 60 ans qu'on les cherche et on ne les trouve pas. Et on a essayé plein de choses différentes. Du coup, on s'est dit, est-ce qu'on peut utiliser des outils numériques qui peuvent faire ces simulations, faire l'expérience numérique à la place de faire l'expérience très coûteuse et très compliquée dans le monde réel. Bien sûr, pour faire ces expériences numériques, il faut développer tout un tas d'algorithmes, d'outils pour attaquer ces sujets. On n'a pas ces algorithmes aujourd'hui. C'est très intéressant ce qu'il a dit Salvatore, c'est cette séparation entre les outils d'IA. L'IA aujourd'hui, vraiment quand on parle d'IA, on veut dire IA basée sur les données. C'est de la science des données. Et l'IA est très puissante à chercher dans les données, à trouver des corrélations dans les données. C'est c'est tout ce qu'on sait faire aujourd'hui avec l'IA, principalement c'est ça. Et si on n'a pas de données, il n'y a pas d'IA basée sur les données. Du coup, comme il disait, on a besoin d'algorithmes pour simuler des matériaux, pour entraîner d'IA dessous et pour pouvoir prédire les propriétés d'autres matériaux ou des matériaux qu'on n'a pas fait dans les laboratoires. À la fin, on va toujours tester dans les laboratoires si la prédiction de l'IA est correcte. Mais c'est une prédiction imprécise, mais pas chère, pas coûteuse. De l'autre point de vue, c'est en fait tout ça, ça a besoin des algorithmes très précis pour faire la simulation de départ. Si mon jeu de données il est pas bon, mon IA va faire des prédictions pas intéressantes. Et du coup, il me faut des algorithmes qui soient précis. Aujourd'hui, on a des algorithmes pour faire de la chimie, de la science des matériaux, qui marchent pour certaines molécules, pour certains matériaux. Il y a plein de matériaux qu'on ne peut pas étudier avec les outils qu'on connaît. Et c'est pour ça qu'on espère d'utiliser les ordinateurs quantiques pour les attaquer. C'est une des applications qu'on pense raisonnable. Mais encore une fois, c'est un outil, l'ordinateur quantique va être un outil précis. Ça va être un outil pour faire un calcul de précision. Ça ne va jamais nous aider, au moins ça c'est mon point de vue, à remplacer l'IA dans l'acception beaucoup de données. C'est juste un outil qui nous permettra de faire des calculs très complexes sur un problème décrit par très peu de données. La chimie a un problème avec peu de données parce que, si vous voulez, ça suffit de savoir combien d'atomes il y a. Il y a 5 atomes, il y a 10 atomes, il y a 20 atomes, et il se trouve dans ces positions-là, quelles sont les propriétés de la molécule. Et du coup, il y a très peu de données, et du coup, on peut penser d'utiliser un ordinateur quantique pour faire ça. Mais les ordinateurs quantiques, aujourd'hui, ils restent très très lents pour charger les données dans leur cœur de calcul. Et du coup, des applications dans tout ce qui est lié aux données, à des grands jeux de données, ça reste, de mon point de vue, une application assez encore plus loin et lointaine. Et même, on ne sait pas comment la faire aujourd'hui, même s'il y a plein de chercheurs qui en parlent. Ouais, donc on va dire que c'est plutôt complémentaire, mais on va revenir de toute façon sur l'horizon du quantique juste après. Giovanni et Salvatore, est-ce que vous avez une perspective à partager sur l'utilisation dans la science aujourd'hui et la complémentarité entre quantique et IA? Écoutez, je vais faire un commentaire un peu qui mélange science technique et sociologie. On ne s'est pas mis d'accord, hein, on vous l'assure, mais je suis bien content de voir que mes collègues reviennent sur ces sujets que j'avais en tête, dont j'aimerais vous parler. On a parlé beaucoup, vous avez entendu parler des simulations. Donc, dans les cadres de la recherche expérimentale en physique des particules dans l'astrophysique,
la connaissance de l'interaction rayonnement ionisant matière a porté notre communauté scientifique à établir un formalisme mathématique et puis des plateformes numériques pour simuler, pour répéter ce qui arrive en nature quand on a une interaction à rayonnement matière à très haute énergie, à simuler dans les détails aussi les dispositifs de détection, pouvoir prédire ce que nous attendons avec les puissances de calcul, produire énormément de données simulées et puis les comparer pour vérifier un modèle avec les données scientifiques. Cette méthodologie devient de plus en plus d'actualité partout. Lorsqu'on s'attaque, quels que soient les domaines scientifiques de la pharmacologie, la production, l'ingénierie, la production industrielle ou la chimie, il y a un besoin important de rassembler les scientifiques, de ne plus travailler de manière isolée, mais de travailler en communauté scientifique large, comme est dans notre tradition, pour établir des jugements numériques, pour travailler sur la simulation détaillée des phénomènes qui sont à la base des études. Et là, on discute plus particulièrement des interactions entre les atomes et les molécules. Si on a mis en évidence un phénomène quantique à partir des matériaux organiques, des végétaux, ou si nous mettons en évidence un phénomène quantique à niveau même de l'interaction imaginée entre la lumière et les tissus vivants, entre les champs magnétiques ou les champs électriques et les cellules, il est indispensable de rassembler des disciplines différentes, travailler sur ces jumeaux numériques, parce qu'avoir un jumeau numérique du cerveau, du cœur, même d'un patient en médecine, ou d'un tissu, ou d'un végétal, pour reproduire ce que nous avons maintenant la capacité de mettre en évidence, va nous permettre de pousser les connaissances, et même pour reprendre l'intitulé de cette table ronde, j'ai pu lire un peu comment les procédés de production d'ammoniac qui se basent sur des phénomènes de combustion thermique avec un cycle utile de 2% de l'énergie. Aujourd'hui, il y a des chercheurs français qui ont publié l'évidence d'un phénomène quantique au niveau des végétaux pour reproduire microscopiquement ce qu'ils ont vu pour faire la synthèse de l'ammoniac de manière naturelle. Donc, si on a la manière de sonder cela et de la reproduire, on a la possibilité vraiment de prendre d'autres chemins scientifiques. Mais on a besoin d'une culture large et pluridisciplinaire. Salvatore, une réponse rapide ou une réaction? Oui, moi je voulais revenir un peu par rapport au titre un peu de la discussion aujourd'hui sur la partie quantique, parce qu'on a limité la discussion au calcul, à la simulation. Mais il y a un axe qui est très développé aujourd'hui, très mature des technologies quantiques, qui sont les capteurs. Et je voulais faire le lien parce que je pense que c'est très important avant même de continuer sur la partie IA et quantique, parce que c'est intéressant de noter que dans les technologies quantiques, les mêmes unités, les qubits, qui sont utilisés pour faire un simulateur, à terme un calculateur, sont aujourd'hui utilisés pour faire des capteurs. Je vais donner deux exemples qui sont déjà commercialisés et ils ont un impact important. Je vais parler par exemple les atomes de Rydberg. Ce sont aujourd'hui un des simulateurs les plus avancés, commercialisé par une boîte française qui s'appelle Pascal. Et il est basé, essentiellement, les qubits sont des atomes. On les gonfle, on les excite et deviennent aussi grands qu'à la fin, ils arrivent à interagir avec leurs voisins et on arrive à moduler cette interaction. On arrive donc à les mettre dans l'état qu'on entend de superposition, on arrive à les intriquer, et on fait des simulations et à terme des calculs. Les mêmes atomes de Rydberg, dans une configuration toujours dans laquelle ils sont confinés, on les appelle froids parce qu'ils sont refroidis par des lasers, on y fait des gravimètres aujourd'hui. Il y a une boîte française qui s'appelle Exail, et les gravimètres, c'est comme un accéléromètre, ils mesurent la force. Et aujourd'hui, ils ont, par rapport aux gravimètres non quantiques, existants le plus performants, ils ont ordre de grandeur de stabilité plus élevé.
Et ça, c'est fondamental. Si on veut utiliser un gravimètre, par exemple en sismologie, en volcanologie, on a besoin de mettre un gravimètre sur un volcan et suivre dans le temps comment les choses évoluent. S'il y a dérive du capteur, il ne sert à rien. Donc aujourd'hui, les résultats qu'on a développés dans le cadre du PEPR quantique, ils sont déjà transférés dans des produits. Et donc les capteurs sont un exemple important à quoi ça sert dans les technologies quantiques. Ou notre technologie, donc ça, voilà, sont des produits. Ou notre approche, par exemple, notre technologie qui est très développée est celle basée sur ce qu'on appelle les défauts implantés dans les diamants, des diamants artificiels. On implante des défauts des atomes, par exemple, de l'hydrogène. Ces centres deviennent eux-mêmes les qubits. Mais en sachant qu'on peut les implanter, en matrice de diamants, on peut les implanter très très près, on peut générer cette fois des capteurs. Chaque atome implanté devient un capteur. Et dans ce cas pratique, des défauts d'un diamant sont des capteurs, par exemple, de champ magnétique. Ils peuvent aussi mesurer de la force, mesurer autre chose. Dans le champ magnétique, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on peut les utiliser pour faire des matrices de capteurs à l'échelle géométrique. Donc vous pouvez l'utiliser comme capteur pour analyser des réactions qui viennent à l'échelle d'une cellule ou à l'échelle moléculaire, ou imaginer à terme de faire des imageries type résonance magnétique au niveau de la précision du pitch avec lequel on les implante, donc au niveau de quelques dizaines de nanomètres. Donc ça sont des objets qui existent, ils sont commercialisés, pas au pitch de 10 nanomètres pour faire l'imagerie résonance magnétique, mais les capteurs existent pour faire là aussi précision, gamme de mesures et dérive dans le temps largement supérieure à ce qu'on fait aujourd'hui avec les technologies classiques. C'est un autre axe, je pense que c'est important, parce que voilà, c'est moins sexy peut-être que le calcul quantique, mais c'est celui aujourd'hui qui permet déjà d'avoir des premiers produits. Non, mais c'est vrai qu'il faut rappeler que les capteurs sont très avancés avec des usages déjà très concrets. Pour avancer, Olivier, est-ce qu'on peut déjà rapidement revenir sur l'avantage quantique, quand est-ce qu'on va y être, ou du moins à quel horizon on se trouve, pourquoi on n'y est pas tout à fait encore, et ensuite passer sur ce que l'IA peut apporter au quantique aujourd'hui. Je te laisse y aller. Alors, ce qu'on appelle l'avantage quantique, c'est une terminologie un petit peu générique qui couvre la capacité d'une technologie quantique, et d'ailleurs pas seulement d'un ordinateur quantique, de faire mieux que les technologies classiques. Sur les capteurs, on y est, donc, mais dans sur les le capteurs, calcul, c'est plus de précision, par exemple. Dans le cadre des communications quantiques, c'est une meilleure sécurisation des communications, par exemple. Et dans le cas du calcul, alors, à l'origine, l'avantage quantique était toujours mis en avant, c'était aller plus vite. Voire aller tellement plus vite que ça permet de rendre des choses impossibles classiquement, parce que le temps de calcul serait peut-être évalué en milliards d'années, et le transformer en un temps de calcul qui est dans un horizon humain raisonnable. Alors moi, je raisonne en minutes, en heures, il y en a d'autres qui raisonnent en mois en disant que c'est raisonnable, mais en tout cas, moins qu'une durée d'une vie. Donc c'est le temps. Mais l'avantage quantique dans le cadre du calcul peut se manifester dans d'autres domaines. Il peut se manifester, par exemple, en termes de précision du résultat. Par exemple, quand on fait une simulation chimique, les chimistes, eux, ce qui importe énormément, c'est la précision. En américain, c'est accuracy. Donc, c'est la précision de l'estimation, par exemple, de l'énergie au repos d'une molécule. Ouais, c'est ce qu'on évoquait tout à cette l'heure. précision, pour de grandes molécules avec des mécanismes classiques, elle est de l'ordre de 1%. Alors, ça se mesure dans une unité exotique qu'on appelle le milliartrie. Dans le cadre du calcul quantique, on pense qu'on pourrait faire 10 à 20 fois mieux en précision. Et ça, en théorie, ça a de la valeur. Je dis en théorie, parce qu'on n'y est pas encore. Ça peut avoir de la valeur au même titre que de mesurer des grandeurs qu'on a du mal à mesurer classiquement. Mais sachant que les systèmes classiques de simulation classique, ils sont très performants aussi aujourd'hui. Ils font des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, les outils classiques de simulation numérique de la matière quantique, ils évoluent à la même vitesse que les outils quantiques. Donc il y a la concurrence de ce côté-là. Il y a un troisième élément qui pourrait rentrer en ligne de compte et potentiellement dans le machine learning, mais on n'y est pas encore, c'est éventuellement de requérir moins de données pour obtenir un même résultat. Donc typiquement, une donnée d'entraînement d'un module de machine learning qui n'est pas un LLM avec des milliards de données, pourquoi pas. Ça peut être le cas pour résoudre un certain nombre d'équations. Si on peut mettre moins de données parce qu'on explore un petit peu mieux l'espace du possible avec la mécanique quantique, pourquoi pas. Et il y a un dernier élément qui fait partie de mon titre ici, parce que je suis cofondateur d'une initiative académique sur le coût énergétique des technologies quantiques, c'est de se poser la question de savoir si ces technologies, en général, et le calcul en particulier, pourraient éventuellement apporter un avantage quantique de nature énergétique. Mais c'est une question, ce n'est pas une réponse.
On ne le sait pas encore. Je pourrais vous donner des chiffres après. Il y a des machines qui pourraient consommer beaucoup plus que les supercalculateurs, comme mon voisin dont il va nous parler tout à l'heure. Et il y en a d'autres qui pourraient consommer beaucoup moins. Et donc c'est une question ouverte qui se pose. Mais il y a certaines personnes qui pensent que potentiellement, on pourrait faire des calculs équivalents ou meilleurs, mais aussi avec moins d'énergie. On va revenir à la question environnementale et énergétique, de toute façon. Alors, la dernière partie de ta question, où j'y réponds parce que c'est quand même la dualité principale de notre panel aujourd'hui, c'est que l'ordinateur quantique, potentiellement, avec les réserves de mon voisin auxquelles je souscris totalement, en plus on est co-auteur d'un papier là-dessus, on sait qu'il y a des réserves sur est-ce que l'ordinateur quantique permettrait de faire du machine learning plus efficacement. La réponse est on n'en sait rien ou on est sceptique, en gros c'est entre les deux. Mais l'autre question qui est posée à l'envers, c'est est-ce que les technologies classiques d'IA, de machine learning et deep learning, peuvent aider à mettre au point les technologies quantiques? Et là la réponse est oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des chercheurs et des industriels qui mettent au point des ordinateurs quantiques ou les autres technologies, y compris les capteurs, ils utilisent l'IA, mais au quotidien. Ils utilisent l'IA pour analyser les données des expériences. Ils utilisent l'IA pour faire ce qu'on appelle la correction d'erreurs. On corrige des erreurs parce que les qubits ne sont pas parfaits et il y a besoin de les corriger. On utilise l'IA pour mettre au point toute la chaîne de valeur. On utilise même l'IA pour créer des algorithmes quantiques qui sont censés tourner après sur un ordinateur quantique. Donc en fait, l'IA, clairement, elle aide déjà aujourd'hui l'ordinateur quantique et les autres technologies quantiques dans leur mise au point, mais le quantique n'aide pas encore l'IA, en tout cas pour l'instant. Est-ce que, Salvatore, vous pouvez revenir pour nous justement sur votre vision, parce qu'en tant que coordinateur au niveau du CEA, je pense que vous avez quand même une vision assez complète de ce qui peut être fait aujourd'hui, et après je vais demander aussi à Filippo et Giovanni de donner leur après, et ensuite Félix enfin va pouvoir intervenir, parce que pour l'instant il n'a pas parlé, mais il a des choses à dire. Oui, donc sur la partie en pratique, comme l'a dit Olivier, on utilise déjà l'IA dans le quantique. Je vais donner deux exemples dans le cadre des programmes, des projets qu'on a dans le cadre du programme de recherche national. Un, c'est la mitigation d'erreurs, dans le sens qu'à terme, on veut corriger les fautes. Donc, on va avoir ce qu'on appelle un fault tolerant quantum computing, dans lequel on a besoin de beaucoup de qubits pour faire des qubits de logique. On ne va pas revenir là-dedans. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de qubits, donc de capacité pour implémenter la correction d'erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui est pourquoi déjà ces qubits ont des problèmes, pourquoi l'ordinateur quantique a des problèmes. Et la raison est qu'il interagit beaucoup avec tout l'environnement externe. Donc, on sait que, si on prend l'exemple des qubits à base de semi-conducteurs, on utilise le spin de la charge pour coder l'information et il interagit avec tout. Il interagit avec l'environnement externe à travers la température, même avec le spin des nucléos des atomes qui sont sur lesquels il est posé. C'est très compliqué. Et toutes ces choses changent. Et aujourd'hui, donc, la question qu'on se pose, on a tout ce bruit, on ne sait pas comment l'éliminer. Donc, on utilise l'IA pour nous aider là-dedans. Donc, ce qu'on fait, on change artificiellement le niveau de ces bruits de fond. Donc, on augmente la température, on commence à augmenter le bruit électromagnétique. Et on fait des mesures. On fait des mesures et on donne ça à des modèles. Et à la fin, ce qu'on dit au modèle, une fois qu'on a fait le calcul, on lui pose la question, considérant que tu connais l'impact de la variation de ces niveaux de bruit, comment aurait été le résultat s'il n'y en avait pas. Et ça qu'on appelle le Zero Noise Approximation. Donc ça, c'est un cas pratique. On l'utilise dans les limites aujourd'hui pour donc, nous permettre d'utiliser au mieux ces ordinateurs qui sont bruités. Le deuxième, et ça, c'est un projet de recherche qu'on a aujourd'hui dans le cadre du programme national. Un deuxième aussi qui a déjà été utilisé en pratique n'est pas dans le calcul, c'est dans un autre axe qu'on n'a pas discuté, qui est la communication quantique. Aujourd'hui, on peut utiliser les propriétés de la mécanique quantique, notamment l'intrication, pour avoir une cryptographie qui est résistante à n'importe quelle attaque, dans le sens que si quelqu'un détecte la clé, on peut savoir et on est certain. Elle s'appelle la distribution quantique de clés. Et donc aujourd'hui, il y a des travaux qui sont faits au niveau national, déjà au niveau d'implémentation d'un réseau qui puisse permettre de tester l'implémentation de cette façon de crypter les données, donc sous la cryptographie quantique, et même harmoniser au niveau européen. Il y a un problème là-dedans que l'équipement qu'on met dedans, on n'est pas certain, on doit acheter des équipements et on n'est pas certain qu'il n'y a pas de problème de l'équipement. Donc on travaille aussi sur des méthodes qu'on appelle device independent, c'est-à-dire on dit on doit être absolument certain avec un test purement quantique, qui s'appelle un test de Bell, de savoir si quelqu'un a intercepté l'information. Et ça, pour le faire, on peut imaginer que l'architecture, pour implémenter tout ça, il y a différentes solutions possibles.
Et il y a des trade-offs. Par exemple, moi, je vais arriver à avoir le maximum de débit de clés avec les contraintes que j'ai avec l'hardware actuel, où je veux réduire le coût, par exemple, avoir les meilleures performances avec un capteur qui a des sensibilités moins importantes. Tout ça, aujourd'hui, a déjà été testé, donc tous les paramètres, donc l'IA aussi, le modèle a été entraîné, et dans le cas du projet, dans le cas de la stratégie nationale, on a démontré qu'on pouvait, par exemple, dire à performance égale d'un système de distribution des clés, moi je peux, par exemple, accepter un capteur, un détecteur de photons de moins bonne qualité, tout en préservant le même débit. Ou vice-versa, comment je peux maximiser d'autres paramètres. Ça, on l'a déjà fait, on a donc démontré en pratique, à nouveau, l'utilité de l'IA vers le quantique, que c'est le sujet dont on parle beaucoup. Oui. Filippo, un commentaire sur justement l'utilisation de l'IA pour le quantique et comment ça peut aider? Oui, avant tout, je voudrais juste souligner que certaines des applications qu'il a mentionnées, Salvatore, encore une fois, ils reposent sur un grand jeu de données. Par exemple, savoir qu'est-ce que c'est les bruits et comment les bruits impactent un qubit et du coup corriger ces erreurs. On peut faire ça parce que c'est assez simple de recueillir énormément de données. On allume un qubit, on le fait tourner pendant quelques minutes, on a déjà énormément de données et on entraîne une IA dessous pour corriger ces erreurs. Encore une fois, l'IA, dans l'acception commune, du coup, c'est des outils qui gèrent les données. Et un commentaire rapide que je peux faire, c'est que ce n'est pas les seuls types d'IA qu'on connaît aujourd'hui, même si c'est les seuls qui est vraiment développé à l'échelle industrielle et c'est là où la plupart de la recherche publique et privée sont concentrées aujourd'hui. Oui, parce qu'il n'y a pas de fans de l'IA symbolique dans l'audience, je pense. Hein. Ça, ouais. Ils sont restés dans les années 70, ces gens-là, on ne leur parle plus. C'est pas l'IA symbolique. Non, je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des idées de prendre ces mêmes outils et les utiliser pour résoudre les problèmes de physique, d'ingénierie, etc. C'est ce que Olivier mentionnait avant, résoudre des équations différentielles qui décrivent les mouvements des fluides, des gaz, etc. Ce genre de choses, c'est des équations très difficiles, il n'y a pas de données, il y a juste une petite équation très très complexe à résoudre. Et là, encore une fois, comme l'ordinateur quantique peut attaquer ces problèmes, aussi on commence à travailler dans des algorithmes d'IA pour attaquer ces problèmes. Il n'y a pas de données, c'est encore un champ ouvert, on ne sait pas si ça marche très bien ou pas, mais c'est aussi un champ de bataille, on va dire, où on essaie de développer des algorithmes et de la côté d'IA. Oui, parce que le développement d'algorithmes en lui-même est complexe, mais on va y revenir. Félix, vous installez des ordinateurs quantiques dans les centres de calcul conventionnels, et là on vient un peu, on va dire, dans le très concret, c'est-à-dire on parle de calcul hybride, un processeur quantique, un accélérateur quantique qui va complémenter un supercalculateur traditionnel. Mais concrètement, ça fonctionne comment en fait? Il suffit de le brancher, c'est quoi? C'est un port Ethernet? Comment ça marche? Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse déjà à cette question. Alors oui, déjà, la réponse très simple, c'est effectivement, pour l'instant, on est sur du niveau du câble Ethernet entre un ordinateur quantique et un supercalculateur, qui est lié à des problématiques de physique, en fait, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, peut-être pour revenir sur qu'est-ce que c'est que le calcul hybride, en fait, le but du calcul hybride, c'est de voir comment on va pouvoir intégrer des ordinateurs quantiques et les faire fonctionner en parallèle avec des supercalculateurs. Et ça vient du constat que, en fait, quand on regarde un code de simulation des différentes applications dont on a déjà discuté, en réalité, la partie qui va être résolue par un ordinateur quantique, c'est une petite partie du code. Petite partie dans le sens time, mais en termes de difficulté, c'est effectivement la partie qui prend le plus de temps. Et donc la question, ça va être d'intégrer à l'intérieur de ces codes de calcul l'utilisation de processeurs quantiques. Et pour ça, je pense que Giovanni en a un peu parlé. Nous, on va voir en gros le processeur quantique un peu comme une ressource, au même titre que le GPU ou que le CPU. Et donc, on va délivrer des heures de calcul, ou en tout cas des heures d'utilisation de ces QPU. Donc ça, c'est pour une partie de la réponse. Après, je pense qu'il y a aussi une partie qui est un peu comme pour l'IA, pour le quantique. Nous, on va aussi voir le calcul haute performance pour le quantique. Il y a un peu cette dualité-là de qu'est-ce que le quantique fait pour le supercalcul, mais aussi qu'est-ce que le supercalcul peut faire pour le quantique. Et dans le cadre de l'utilisation d'un ordinateur quantique, il y a
un certain nombre de difficultés qui vont venir se poser. On a parlé notamment du bruit de l'environnement, etc. Donc on a un certain nombre de problématiques qu'on va avoir besoin de venir résoudre, ou en tout cas de venir résoudre pendant le calcul, donc pour ce qu'on appelle la correction d'erreur. Et cette partie-là, en fait, il y a toute une partie qui va devoir être résolue sur des ordinateurs classiques. Et l'enjeu que nous, on est en train de voir et sur lequel on est en train de travailler, c'est comment on va pouvoir aussi déléguer des briques qui sont nécessaires au fonctionnement des ordinateurs quantiques sur des supercalculateurs. Très intéressant. Du coup, le GENSI, qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui? Vous avez des ordinateurs quantiques, ils viennent de qui? Ils sont online? C'est qui peut s'en servir? Parlez-nous un peu de tout ça. Ok, alors peut-être pour revenir sur qu'est-ce que c'est que le GENSI, parce que je doute que beaucoup Oui, de monde c'est pas faux. Donc le GENSI, c'est le Grand Équipement National en Calcul Intensif. Donc on est une entreprise qui est mandatée par l'État pour mettre en place la stratégie en calcul haute performance en France. Donc notre but, c'est d'installer et d'opérer des supercalculateurs et de donner accès à ces supercalculateurs à la recherche ouverte en France. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis un certain nombre d'années maintenant. Et dernièrement, avec l'arrivée du calcul quantique, on a été aussi mandaté par l'État pour mettre en place la stratégie pour le calcul hybride, de par le déploiement d'ordinateurs quantiques dans un centre de calcul. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Ça veut dire que nos chercheurs, en fait, sont pas obligés d'aller travailler pour les Américains pour avoir accès à des ordinateurs pas trop pourris, quoi. Moi, sans les GENSI, je pourrais pas faire mon travail. Voilà, tout est dit. Donc ouais, exactement. Donc le but, c'est de déployer une plateforme hybride de par laquelle on va avoir à la fois des ressources en calcul haute performance mis en relation avec des ordinateurs quantiques. Et pour ça, pour l'instant, on a acheté 2 systèmes. Donc on a un système à atome neutre dont on a déjà un peu parlé, donc qui est fait par la société Pascal de 100 qubits, qui est actuellement en train d'être commissionné, qui devrait être accessible bientôt. Et on devrait avoir un ordinateur à base de photons uniques, donc par la société Candela, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. 2 entreprises françaises, évidemment. Et qui devrait du coup être déployé d'ici début 2026. Ensuite, en plus de ça, notre but, c'est de donner accès à des technologies un peu plus futuristes, c'est pas vraiment le terme, mais qui sont un peu plus exploratoires. Donc on est en train de réfléchir aussi à installer des ordinateurs ou des calculateurs quantiques de technologies peut-être un peu moins matures, pour venir compléter notre offre de calcul quantique. Et l'idée, en fait, c'est pour la recherche française et européenne de pouvoir avoir accès à ces machines pour développer des algorithmes, des environnements de développement et tester différentes hypothèses. Oui, c'est ça, exactement. Donc, en plus de cette partie-là qui est vraiment sur l'installation des machines, en parallèle, on va avoir un programme de recherche qui va venir développer des algorithmes d'application pour la chimie, pour l'optimisation, aussi pour l'intelligence artificielle, mais aussi qui va venir réfléchir aux questions de cette intégration au sein des centres de calcul, que ce soit au niveau logiciel et au niveau matériel. Ok. On sait que dès qu'on passe du laboratoire à une utilisation réelle, il y a toujours des problèmes. Donc là, typiquement, l'ordinateur quantique, on l'a vu, ça fonctionne avec des atomes ou des lasers super précis. Enfin, c'est quand même des technologies qui sont assez sensibles. Concrètement, comment ça passe quand vous le mettez dans un data center classique où ce genre de facteurs ne sont pas du tout contrôlés? Ça doit être un cauchemar, j'imagine. Un cauchemar, faut pas à ce point-là. Enfin, on y arrive. Après, la question, elle va se poser sur à quel point vous voulez coupler le calculateur quantique avec votre supercalculateur. Effectivement, si vous voulez avoir un couplage qui est très fort, c'est-à-dire de la latence extrêmement faible entre le supercalculateur et le calculateur quantique, vous allez vouloir avoir une proximité physique entre les deux systèmes. Dans les faits, si on a un peu parlé de la physique de ces machines-là, des machines quantiques, ce dont on va se rendre compte, c'est que tout ce qui fait qu'un ordinateur quantique marche est soumis à des contraintes environnementales qui sont l'exact inverse de ce qu'on va pouvoir trouver dans un centre de calcul. Typiquement, il vous faut un sol qui soit ultra stable, très peu de variations du champ électromagnétique, des alimentations qui soient extrêmement stables. C'est exactement l'inverse de ce que vous allez trouver dans un centre de calcul. Donc pour l'instant, notre approche, elle est quand même assez loose, c'est-à-dire on va vouloir mettre de la distance entre le supercalculateur et le calculateur quantique. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est de ne pas les mettre dans la même pièce. Donc ça va poser des questions sur effectivement les latences entre les deux, mais ce dont on se rend compte, c'est que pour certaines applications, ça va passer. Quand on va vouloir s'intéresser aux briques de correction d'erreur, à vouloir vraiment mettre des briques qui sont censées avoir de la latence ultra courte entre les deux,
là, on va commencer à avoir quelques problèmes et il va falloir réfléchir à une intégration plus proche. Mais ça, c'est des questions qui sont pour dans un second temps. Pour l'instant, c'est Juste pas... pour être clair, quand vous dites qu'ils ne sont pas à côté, on parle de reliés par une fibre noire, ils sont à 15 km ou c'est quoi le... Non, on considère quand même que pour les applications qu'on va vouloir traiter, la distance, elle est d'une trentaine de mètres. D'accord, ok, oui, donc ils sont quand même pas trop loin, ça va. Olivier, moi j'ai un petit problème parce qu'on parle de connecter par un câble Ethernet avec une grosse distance. Aujourd'hui, dans l'IA, pour les supercalculateurs, les centres de calcul vraiment spécialisés IA, la principale problématique, c'est la bande passante. Nvidia, qui est leader mondial du domaine, ils investissent à fond sur la bande passante, ils ont racheté une boîte là-dessus, ils sont leaders, c'est ça qui leur donne l'avantage. J'ai écrit un très bon article dessus, je vous invite à le lire. Olivier, du coup, moi je vois pas trop comment le quantique peut aider l'intelligence artificielle, où on a en plus l'IA qui fait rêver, c'est des milliards et des milliards de données de paramètres. Si on n'a pas une bande passante très costaud, comment ça fonctionne? Je comprends pas. C'est un des problèmes qu'on a avec le calcul quantique, avec la plupart des types de qubits. Le débit d'entrée-sortie n'est pas très bon. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, les machines existantes, si vous vous rappelez l'IBM PC, quand il est sorti en 1981, le processeur, sa clock, c'était 4,7 MHz. Aujourd'hui, un processeur quantique, c'est plutôt en kilohertz, en gros, pour faire un équivalent vague, c'est-à-dire le nombre de cycles d'opération par seconde. C'est pas très rapide. Ce qui est rapide, potentiellement, c'est le calcul qu'on fait dans cet espace de calcul qui est très grand, ce qu'on appelle un espace de Hilbert. Il croît avec l'exponentielle du nombre de qubits, donc c'est 2 puissance le nombre de qubits. Donc pendant qu'on fait du calcul, on est censé avoir un espace mémoire. Alors il est sujet au bruit, ça c'est un problème, mais il est très grand. Mais l'alimenter, ça coûte. Et le résultat qu'on obtient en sortie, il n'y a pas beaucoup de données. Parce qu'en fait, quand on a un certain nombre de qubits, si on lit les qubits, on n'obtient que des bits classiques. Donc on peut avoir 2 puissance 1000 en espace de calcul, mais à la sortie, on n'a plus que 1000 bits quand on lit le résultat. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait souvent le calcul plusieurs fois, puis on fait la moyenne. Mais c'est toujours un nombre flottant, plus ou moins réparti sur un grand nombre de bits. Donc on n'obtient pas beaucoup de données. Donc ça reste un problème. Alors, vis-à-vis des gens qui créent l'ordinateur quantique, moi je m'amuse souvent à répéter justement les performances qu'il y a chez Nvidia ou équivalent. La vitesse d'échange de données entre un processeur Nvidia et sa mémoire immédiatement proche, ça se compte en téraoctets par seconde. Et le bus Mellanox, InfiniBand, qui relie les GPU entre eux, c'est 200 à 800 gigabits par seconde. Donc ça, c'est entre les clusters. Donc on a des débits absolument énormes dans les systèmes d'IA classiques. Donc ça, on ne l'a pas dans l'ordinateur quantique. Alors, maintenant, je voudrais revenir un peu sur ce qu'a raconté Félix. Je vais donner un peu de détails. C'est un peu comme Salvatore sur mes exemples. J'ai donné un détail. C'est qu'en fait, l'ordinateur quantique, c'est une sorte de poupée russe. À savoir qu'au départ, c'est une expérience de physique. Tu as des atomes dans le vide, tu as un semi-conducteur à très basse température, tu as des ions piégés proches d'un circuit. Tout ça, c'est de la physique. Mais ce n'est pas des transistors classiques. Ça, c'est contrôlé en général ou par des lasers ou par de l'électronique. Et donc, il y a autour du schmilblick physique tout un tas de racks d'électronique ou de racks de laser qui envoient de la lumière ou des micro-ondes ou des signaux radiofréquences sur notre expérience de physique. Mais ces racks d'électronique, ils sont pilotés par quoi? Ils sont pilotés par des ordinateurs classiques, comme on l'a dans une voiture, une Tesla ou n'importe quoi. C'est la même hiérarchie qu'on a dans l'informatique classique avec informatique, électronique, système embarqué et le moteur qu'on pilote, la batterie qu'on pilote, etc. Donc on a cette hiérarchie. Et quand on regarde la partie logicielle classique et informatique classique, il y a au moins 3 niveaux à prendre en compte et qui doivent être plus ou moins proches de l'expérience de physique. Le premier niveau qui doit être proche, c'est le contrôle des qubits et la correction d'erreurs. Parce que ça, on doit le faire en temps réel. Donc ça, c'est très exigeant. Il y a beaucoup de gigaoctets qui circulent dans la machine, en tout cas dans les futures machines à tolérance aux fautes. Et donc ça, il faut que ce soit très proche. Le deuxième niveau, qui n'est pas trop loin, c'est le compilateur. Donc c'est le système qui convertit le code qu'on a écrit pour l'ordinateur en un code que l'électronique va comprendre. Et ça, il ne faut pas que ce soit trop loin si le code est très grand. Bon, la réalité, c'est que les codes qu'on fait aujourd'hui, ils sont relativement petits et ça peut passer par n'importe quelle ligne ADSL ou fibre d'un endroit à l'autre. Tu n'as pas besoin de téraoctets par seconde pour envoyer tout ça. Oui, c'est pour ça que Félix disait un câble Ethernet suffit. Le câble Ethernet suffit et il n'y a pas besoin de colocation, comme on dit. Il n'y a pas besoin que l'ordinateur quantique soit juste à côté. Il pourrait être à un autre endroit. Il suffit d'avoir une fibre noire à 200 mégabits par seconde, gigabits par seconde, ça suffit pour faire tout ce qu'on veut.
Et le dernier niveau, et c'est ça qui est important dans ce qu'on appelle le calcul hybride, alors modulo le fait que tous les calculs quantiques sont hybrides. J'ai horreur des gens qui disent « Ah, moi j'ai une solution, je vais faire du calcul hybride ». Non, n'importe quel algorithme quantique a besoin d'une partie classique. Parce qu'il y a un pilotage dans tous Il y les a cas par un toujours quelque ordinateur. chose de classique qui d'ailleurs dans certains cas peut être assez lourd, dans d'autres cas moins lourd, mais il y a toujours une partie de préparation. Ne serait-ce que créer le circuit, il faut préparer ça. Ça coûte de préparer ça. Et le coût de cette préparation, dans certains cas de figure, notamment dans la chimie, il peut nécessiter un supercalculateur. Dans des cas liés aux optimisations, peut-être moins. Ça dépend des cas d'usage. Donc il y a vraiment 3 niveaux à prendre en compte et cette architecture-là, elle est en train de germer en fait. Les gens, ils apprennent. Pourquoi on met des ordinateurs quantiques pas loin des ordinateurs classiques au GENSI ou au département de l'énergie aux États-Unis? Parce qu'on apprend, on teste, on regarde. Mais les vrais problèmes, ils ne se posent pas aujourd'hui avec les ordinateurs quantiques actuels. Ils se poseront avec les ordinateurs de dans 5 ans à 10 ans qui auront des capacités de calcul plus grandes, plus de qubits, des circuits plus longs, des codes plus importants. Et là, il y aura vraiment besoin d'interactions assez fortes. Bah, du coup, j'ai envie de demander à Félix, à quand le prochain à 1000 qubits, 10 000 Ça, c'est la question à 1 milliard d'euros que tout le monde C'est pour se ça que je la pose. Non, après, si on regarde les dernières roadmaps qui sont sorties, mais ça reste des roadmaps constructeurs, on va avoir l'annonce des 100 qubits logiques par un constructeur américain qui s'appelle IBM, c'est pour 2029. Non, pardon, oui, si, c'est pour 2029. Donc, on peut s'attendre à voir arriver dans les 5 prochaines années les premiers ordinateurs avec des qubits logiques. Pas forcément aussi gros, parce que forcément les roadmaps ont tendance à shifter, même si IBM sont souvent assez solides sur les roadmaps et ils les tiennent. Mais on peut s'attendre à voir les premiers ordinateurs qui vont se poser ces questions-là d'intégration dans les prochaines années. Et juste par curiosité, aujourd'hui, est-ce que sur les machines que vous mettez en place, là, il y a déjà des gens qui sont dans le IA/quantique, la combinaison des deux, ou pour l'instant, c'est pas tellement le cas? Non, pour l'instant, c'est pas tellement le cas, de par le fait que les ordinateurs qu'on installe n'ont pas les puissances raisonnables pour pouvoir aller traiter ce genre de problème. On va plutôt avoir des utilisateurs qui font de la chimie quantique, comme ce dont on a discuté un peu avant, mais c'est de la chimie quantique, des gens qui font aussi de l'optimisation. C'est plutôt ces deux types de sujets qu'on va venir traiter, parce que en fait, donc c'est un peu ce dont on a discuté, c'est assez facile, entre guillemets, de venir faire un mapping des problèmes en physique et en optimisation sur les ordinateurs qu'on est en train d'installer. Donc les profils IA, en fait, ils sont sur les supercalculateurs à base de GPU. Oui, c'est ça, pour l'instant. Du coup, Filippo, et c'est une question d'ailleurs un peu générale, mais je vais commencer par Filippo. Pourquoi est-ce qu'autant de boîtes du quantique aujourd'hui parlent d'IA en fait Olivier en a un peu évoqué, mais c'est quoi si c'est pas tellement là, c'est quoi la raison? C'est financier? C'est pour avoir des sous parce que ça marche bien? C'est quoi le problème? C'est pas une question pour moi, c'est pour les PDG de ces boîtes. Bien sûr, mais on peut avoir une opinion. Mon opinion, si je peux dire, c'est que ça a très beaucoup d'investissements en France. Et c'est un outil. Du coup, j'imagine que plus de la moitié des gens dans cette salle utilisent l'IA dans leur travail d'une façon ou de l'autre, même pour traduire des textes ou affiner des choses que vous avez écrites. Dans les sciences, on fait la même chose. Dans l'ingénierie, on fait la même chose. On utilise ces outils. Bien sûr, on va pousser un peu plus les limites des outils, mais c'est normal de les utiliser. Donc c'est un peu comme les boîtes qui mettent de l'IA dans leurs produits parce que ça aide à vendre, quoi. Après, ça revient à ce que je disais avant. Si des boîtes parlent d'apprentissage machine quantique, de quantum machine learning, là, moi, je suis extrêmement critique et je dis, c'est du wishful thinking. C'est des rêves qui, peut-être, elles vont se réaliser dans 20 ans, mais aujourd'hui, j'y mettrai jamais mon argent, personnellement. C'est lié à un mécanisme pavlovien dans le monde de l'investissement, dans l'innovation. C'est que si tu mélanges deux hypes en même temps, celle du quantique, celle de l'IA, tu augmentes les chances d'obtenir du financement. Ça fait une super Même hype. si le sous-jacent scientifique est extrêmement sujet à caution, comme Filippo a tout à fait raison de signaler. Giovanni, on est d'accord? Oui, bien sûr, on est d'accord. On ne peut pas être en désaccord. Peut-être quelques considérations. Il y a un investissement important dans l'IA. Je lisais en juillet une publication, c'est un rapport produit par des chercheurs de l'MIT qui devaient évaluer, peut-être tu l'as lu, devaient évaluer l'impact de l'IA dans les industries. Attention, je n'ai pas de doute sur l'application et l'efficacité de l'IA dans les startups numériques, dans vos domaines de compétences. Là, la question à poser est,
affronte des 131 milliards d'euros en 2024 investis dans les entreprises pour l'IA. Et selon Goldman Sachs, on arrivera à 200 milliards de dollars à la fin de 2025. Quelle est l'évolution de la workforce, de la force de travail? Est-ce qu'on a remplacé les humains avec l'IA dans ces entreprises et les entreprises ont fait du profit? Eh bien, ces publications de juillet 2025 de l'MIT ont démontré qu'en fait, dans les 95% des entreprises interrogées, c'est zéro total les retombées, l'évolution. Seulement 5% des entreprises déclarent cette évolution. Après, il faut voir bien dans les détails. Et on s'aperçoit que notamment la plupart de ces entreprises ont investi dans l'application des liens dans le marketing. Ils ont utilisé les chat GPT pour trouver des solutions à des problèmes même pas bien définis. Là où la chose était plus pertinente, c'était les back-office, l'administration. Et là, ils les ont appliqués de manière, accompagnés par des entreprises du secteur du numérique, avec des résultats importants, mais à la fin, ils ont laissé tomber parce qu'ils ne voyaient pas plus que 20% des gains. Je répète, ça c'est vraiment toute entreprise confondue et pas cela. Alors, avec cette référence plus récente et avec l'idée de devoir courir ou même influencer en tant que scientifique les investissements pour le futur. J'oserais dire une chose, qu'il faut apprendre des leçons du passé et du présent et il faut travailler ensemble sur celles qui sont les pistes au niveau de la politique européenne, de devenir des champions à l'horizon 2030 de l'IA et de la quantum technology. Il ne faut pas rigoler, il faut travailler pour cela. Et il y a deux aspects qui sont piliers dans cette action. La première, les grandes plateformes HPC, il ne faut pas les nier. Il y a, Félix, tu seras d'accord avec moi, mais il y a une quinzaine d'années, l'occupation de ces plateformes était inférieure à 10% du temps des calculs, très peu exploité. Et par contre, c'est une compétition mondiale entre pays à qui l'a les plus puissantes plateformes. Après, les choses ont évolué. Les grandes entreprises utilisent pour leurs problèmes leurs simulations, les grandes plateformes, mais quid des petites et moyennes entreprises? Et je vais vous répondre. Aujourd'hui, on doit essayer d'éviter cette erreur. Et pour l'éviter, il y a, selon mon expérience directe, dans les champs qui est le mien, celui de la recherche scientifique expérimentale, il y a 2-3 aspects qu'il ne faut pas oublier. Tout d'abord, il faut les skills, donc c'est l'enseignement, l'encadrement, le mentoring, même des ingénieurs des entreprises. Et clé la coopération, comme celle que nous avons mis en place au CNRS, au sein de mon laboratoire, entre le laboratoire public de recherche et les petites et moyennes entreprises qui avaient besoin de ne pas perdre le train et de participer à la transition numérique. Dans quelle manière? Eh bien, on les accompagnait en les formant, on les a accompagnés en identifiant la problématique qui pouvait trouver une solution à travers l'application IA, mais on les a aidés à développer l'IA et à utiliser nos plateformes de taille plus restreinte, mais de proximité, après de passer à l'échelle plus importante des grandes plateformes. Ça, c'est une règle fondamentale. Et pour finir, nous savons quels sont les points faibles du modèle économique européen par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. L'Internet a été inventé au CERN par les physiciens des particules dans les plus grands laboratoires européens de recherche. Le World Wide Web. Le web. Et ensuite, sont les Américains qui ont déployé des fonds importants et les industries américaines en pensant d'utiliser Internet pour construire ce qu'aujourd'hui sont les GAFA. Eh bien, aujourd'hui, il est évident que l'Union européenne souhaite ne pas répéter cette erreur. On a la capacité scientifique de construire l'Internet quantique, mais on ne peut pas se tromper. Il faut accompagner les entreprises, il faut travailler ensemble. Et quand on travaille ensemble, quand il y a cet environnement de fertilisation croisée, après, il y a la volonté de casser les modèles et les faire évoluer avec un investissement privé
importante pour la commercialisation du produit de cet Internet quantique. Filippo, c'est difficile de suivre ça, mais pour revenir sur le quantique et l'IA et leur adoption, alors avant d'être à l'adoption par les entreprises directes, mais aujourd'hui, quelle est votre perspective sur justement, on va dire, la confluence de ces technologies et leur utilisation concrète, on va dire à court terme? Du quantique, à court terme, je suis assez négatif. Peut-être dans les prochains 5 ans, 3-5 ans, on va pouvoir les utiliser pour faire des recherches, pour répondre à des questions d'intérêt scientifique. Fondamentales, on veut dire, des recherches plutôt fondamentales que des recherches appliquées. fondamentales, tout à fait. Pas de l'ingénierie, pas des choses qui vont avoir un retombée immédiat ou dans le court terme, dans la vie réelle de tout le monde. Pour les quantiques, pour les calculs quantiques, capteurs quantiques, par exemple, déjà, ça a des applications. Moi, je parle que du calcul quantique. Pour l'intelligence artificielle, je crois qu'il y a déjà des retombées plutôt répandues, même si on peut questionner si ça vaut vraiment les coûts, la quantité d'argent qui a été investi dessous dans certaines boîtes. Mais en général, ça a déjà des retombées et je crois que ça va augmenter, ça va être de plus en plus importante. Même si c'est vrai, un des problèmes aujourd'hui, c'est que dans les marchés financiers, dans les startups, quand il y a des levées de fonds, j'ai un peu une sensation de... C'est obligatoire, il faut que tout le monde mette de l'IA. Je fais un site web de réservation d'avions, de vols, il faut de l'IA. J'ouvre un petit magasin qui vend des cafés à Paris, il faut mettre de l'IA dessous. Il faut de l'IA partout. Et il n'y a pas de filtre. Il y a une boule, une hype qui est contraignante aussi, parce que parfois on n'a pas besoin de l'IA et parfois on n'a pas besoin de la mettre dans le front, dans le marketing. Parfois, c'est juste un outil derrière, dans le back-office, qui fait un outil d'ingénierie. Et dans l'ingénierie, on a eu de très bons progrès. De toute façon, les habitués du CIDO sauront ce que sont les cycles de la tech avec la hype, parce que c'est le Salon international des objets connectés. Les objets connectés, aujourd'hui, on n'entend plus beaucoup parler, hein, même si c'est une technologie qui reste intéressante par bien des aspects dans le monde industriel et autres. Mais c'est vrai que l'objet connecté au quotidien, ça a complètement été absorbé. Il n'y a plus de hype du tout autour de ça. C'est des cycles. Il y a eu le big data, il y a l'IA, il y aura d'autres choses derrière. Blockchain. Moi, je voudrais insister sur un point, c'est qu'il ne faut pas considérer que l'IA, c'est un objet monolithique. L'IA, c'est un champ scientifique. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il a 70 ans cette année, puisque le mémo proposant le congrès de Dartmouth date du 31 août 1955. Donc, c'est une date charnière, 70 ans. Et de manière assez intéressante, le monde de l'IA, il a évolué un peu en parallèle avec le monde de l'informatique classique et ils se sont rejoints puisque les outils matériels de l'informatique classique ont rendu possible les réseaux de neurones, la reconnaissance d'images, etc. Mais l'IA, c'est un domaine qui est très divers. Il ne faut pas mettre dans le même sac la reconnaissance d'images qui marche dans votre téléphone depuis des années, qui fait que quand vous faites des photos, les visages sont flous et bien positionnés. Le fait qu'on reconnaît de la musique, le fait qu'on est capable de traiter des données structurées dans les entreprises. Alors évidemment, ça sert au marketing ou à la finance pour faire des prévisions, parce qu'on se repose sur le passé pour prédire le futur, parce qu'il y a des phénomènes de rémanence dans la société. Et puis, il y a le fameux traitement du langage, qui était balbutiant il y a 10 ans. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, on disait que dans 10 ans, on ferait la traduction automatique. Et aujourd'hui, on est quand même dans une révolution avec les LLM et tout ce qui en découle, avec beaucoup de visions d'ailleurs, ou idéalisées ou erronées sur le sujet. Et moi, je voudrais insister sur un point que j'observe dans mon domaine, qui est la physique et les technologies quantiques. Les LLM modernes d'aujourd'hui, malgré leurs défauts, malgré les hallucinations, etc., ça rend des services absolument incroyables qui changent aussi bien la productivité d'un cadre qui fait je ne sais pas quoi dans une boîte qu'un physicien, un développeur, quelqu'un comme moi qui est un peu à la croisée des chemins. C'est des outils qui sont extraordinaires. Et donc la question qui se pose, et pour vous, et pour les gens des entreprises, et pour les acteurs de cet écosystème, c'est comment on peut utiliser l'ensemble de cette panoplie d'outils selon les besoins qu'on a de manière appropriée. Et ça va vraiment créer des différentiels de productivité pour les uns et les autres, selon qu'on sait utiliser ou pas ces outils. Un exemple tout con, c'est coder. N'importe quel physicien fait du code. Il code tous, il code un appareil qui mesure des résultats dans une expérience. On fait du code tout le temps. Eh ben, savoir coder avec une IA pour aller plus vite, mais sans forcément tout déléguer à l'IA, ben c'est un outil de productivité qu'il faut savoir maîtriser. Moi, je fais du LaTeX maintenant. Je me suis mis à faire du LaTeX pour faire mon bouquin que je mets à jour tous les ans.
Pour passer à la tech en venant de Word, je peux vous dire que sans les LLM, j'y serais jamais arrivé. Donc c'est un outil de tous les jours. Si tu m'autorises une minute, parce que je voudrais quand même donner une note positive IA. Je ne vais pas passer pour celui qui met en discussion la puissance de l'IA. L'action Open Science, science ouverte, au niveau européen, à laquelle nous participons en première ligne, et les soutiens de la data intensive, la recherche basée sur l'exploitation intensive de la donnée, et malgré tout, de manière implicite, influencé par l'IA ou va alimenter l'application correcte de l'IA dans la recherche scientifique. Parce que tout est lié à la quantité et à la qualité de la donnée scientifique. Pensez-vous que seulement 10% des publications scientifiques, tout domaine confondu, on ne va pas dénigrer une communauté par rapport à une autre, mais 10% des publications, les auteurs même, sans parler des membres de la communauté scientifique non auteurs de ces articles, sont en mesure de reproduire les résultats qui sont dans la publication. Encore moins, la plupart des publications jusqu'à il y a quelques années n'avaient pas ou n'ont pas tous les objets digitaux ou numériques qui vont nous permettre de refaire exactement les analyses et reproduire les résultats. C'est grave. Quand on voit dans certaines disciplines que même les collègues déclarent que la publication scientifique sur un certain nombre d'années est d'aucune utilité parce qu'il n'y a pas suffisamment de détails pour reproduire l'environnement expérimental où les résultats sont obtenus. L'IA a ça des vertus de manière implicite. On est rentrés tous dans la rigueur scientifique de la qualité de la donnée qui dépendent exclusivement des scientifiques. Merci. Pour revenir rapidement, parce qu'on approche de la fin, sur ce qu'a dit Olivier, il y a une tradition qui est très intelligente. C'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de technologies qui sont d'ailleurs dans les modèles aujourd'hui reliées entre elles de façon très complexe. Ce n'est pas un seul modèle, c'est des ensembles de modèles. C'est pour ça que ça peut faire de la génération d'images, de la traduction, tout ça. En fait, c'est connecté à des tas d'autres choses. Et avec les agents IA, on arrive à encore plus de connexions. Et ça me ramène à l'interaction avec le quantique, c'est que... aujourd'hui, quand on parle de tests, et je vais poser la question à Félix, il développe des environnements de développement. En fait, pour avoir cette capacité d'interconnexion entre beaucoup de systèmes, il faut avoir une couche d'abstraction au niveau logiciel qui peut se faire à plein de niveaux, qui fait qu'entre deux ordinateurs quantiques, le même algorithme va marcher, voire la même application. Là, on est carrément dans la science-fiction. Et après, pour interconnecter avec d'autres systèmes, c'est pareil. Il faut aujourd'hui, on utilise des API, ce genre de choses. Félix, aujourd'hui, où on en est de cet écosystème parce que j'ai l'impression que c'est très balbutiant encore. Oui, effectivement, c'est assez balbutiant et je pense que dans l'état actuel des choses, c'est assez difficile de se soustraire de la technologie quantique qu'on va utiliser pour le calcul. Ne serait-ce que dans la manière de calculer, quand on va vouloir par exemple calculer avec des atomes neutres, on va avoir une manière de faire qui va être extrêmement différente de comment on va vouloir le faire avec des photons ou avec des résonateurs supraconducteurs ou toute autre technologie. On a une couche d'abstraction qui a été créée par IBM et aussi par d'autres acteurs un peu avant qui s'appelle le circuit logique, en tout cas le circuit quantique, qui est un peu l'abstraction. Il me semble que... Bref. Et peut-être, tu connais mieux l'histoire que moi, mais on a une abstraction logique qui permet un peu d'amener tout le monde au même endroit. Le fait est qu'en fonction de la technologie qu'on va considérer, cette abstraction logique-là va être une perte énorme de puissance, ou en tout cas de puissance de calcul. Par exemple, si on s'intéresse aux photons, faire tourner certains types de portes logiques avec des photons uniques, c'est un protocole complet qui peut prendre des dizaines et des dizaines d'éléments optiques. Et donc en fait, pour l'instant, on n'a pas vraiment cette abstraction-là logique qui permet de ramener tout le monde au même niveau. Et ça va aussi avec le fait que la manière dont on va vouloir résoudre certains problèmes va aussi être physique dépendant. C'est-à-dire qu'on a des applications qui vont aussi dépendre de la physique sur laquelle on va vouloir faire tourner ces applications. Ça veut dire que deux centres de calcul avec deux ordinateurs quantiques, on va dire de nature différente, vont pas être capables de faire tourner le même processus de calcul sans avoir un énorme travail de reconstruction, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà identifié, notamment au niveau de l'Europe. Et comme on sait que les ordinateurs quantiques, c'est des outils qui coûtent quand même assez cher à faire installer, on travaille en fait en fédération au niveau de l'Europe avec différents centres de calcul qui installent des technologies un peu complémentaires pour qu'on puisse commencer à traiter ces sujets-là, à pouvoir identifier quels sont les problèmes qu'on va pouvoir résoudre avec quels ordinateurs.
Merci. Salvatore, au niveau européen, on a le Quantum Act qui arrive à horizon court, voire moyen terme, on va dire. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'il y a des projets qui sont à l'interaction de l'IA et du quantique? À quoi s'attendre? Le Quantum Act va changer beaucoup de choses. Il a été clair depuis le début de la discussion que quantique, c'est très large. Il a été mentionné, il y a un nombre énorme de façons pour réaliser le simulateur, le calculateur, le capteur, les infrastructures de communication. Chaque pays aujourd'hui développe sa propre stratégie nationale. La France, l'Allemagne, les Pays-Bas sont très avancés, mais il y a énormément de redondance aujourd'hui au niveau européen, au niveau des plateformes qui sont développées. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas gagner vis-à-vis des Américains, par exemple, qui sont avancés, beaucoup plus avancés que nous au niveau des performances de leurs outils, si on ne se coordonne pas. Donc l'objectif aujourd'hui de l'Europe est d'avoir une harmonisation totale des stratégies qu'il y a au niveau des pays, des États membres et de l'Europe. Éviter la duplication des investissements dans les plateformes. Par exemple, il y a déjà une variété, parce que la nature aujourd'hui, il ne nous a pas encore permis d'arbitrer. Il ne faut pas que les superconducteurs, les semi-conducteurs, les atomes froids soient dans chaque pays reproduits au niveau de coûts d'infrastructure. Et donc aujourd'hui, il y a aussi un enjeu de montée en maturité. Pour monter en maturité, il faudra investir dans ces plateformes, on appelle des lignes pilotes, qui permettront à tous de partager une façon de travailler, donc d'avoir des plateformes sur lesquelles on peut chacun venir avec son design, tester son circuit, tester sa nouvelle idée, et que ce soit des plateformes européennes, où une partie sera en France, une partie sera en Allemagne, donc des plateformes qui par contre ils sont complémentaires entre elles, avec un accès commun et des outils d'accès qui sont partagés et standardisés. Donc la bataille est dans l'Europe. Le Quantum Act sera le cadre qui permettra de gérer les aides et forcer les collaborations et l'alignement entre les financements européens, les financements des États membres et optimiser cette immensité d'argent qui est dépensé pour s'assurer que les redondances sont éliminées et l'argent est utilisé de la façon la plus efficace possible. D'accord. Dernière question pour Filippo, mais évidemment je prendrai la régulation des autres, c'est quid de l'impact environnemental? C'est-à-dire on parle d'IA, on construit des centres de calcul qui consomment beaucoup en disant oui, mais il y a de nouveaux types de réacteurs nucléaires qui vont arriver, vous inquiétez pas, faites-nous confiance. Le quantique, on sait que ça peut être aussi très consommateur. C'est quoi l'objectif là? Parce qu'il y a quand même une histoire de réchauffement climatique. Quelle est la stratégie envisagée? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention maintenant? Ou est-ce qu'on verra juste et ça va se résoudre tout seul avec le temps? Et je trouve que ce n'est pas que l'impact environnemental, mais aussi social de ces technologies, parce que c'est des questions qu'on ne s'est jamais posées pendant le développement de l'intelligence artificielle, ou pas beaucoup juste vers la fin, et du coup aujourd'hui sont complètement monopolisés par des géantes, des GAFAM américains qui ont comme seul intérêt celui de maximiser les retours sur l'investissement des investisseurs. Heureusement que les CNRS et des acteurs publics aujourd'hui commencent à s'intéresser à ces sujets. Ils commencent à demander aux chercheurs qu'ils financent de réfléchir à l'impact écologique et social de leurs recherches. On est encore loin parce que c'est des questions, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de contrôle, il y a un manque général d'expertise, il y a très peu d'acteurs qui sont experts sur ces questions. Moi, je voudrais juste mettre un peu un vœu. On a un peu perdu ces trains. On a laissé passer tout. On ne s'est pas intéressé au sujet pour la révolution du calcul classique, on va dire. J'espère qu'on pourra le faire dans le calcul quantique. J'espère qu'on pourra s'intéresser à comment maximiser la précision ou les résultats, pas seulement en termes de temps, mais aussi en termes d'énergie. C'est certaines des questions qu'Olivier étudie avec son initiative. Et du coup, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de solution aujourd'hui. C'est des questions qu'on cherche. Aujourd'hui, c'est des technologies qui n'ont pas d'application encore. Du coup, c'est très difficile de parler de quel est leur impact. C'est vraiment, on est au niveau des recherches embryonales et du coup, quel est l'impact écologique de la recherche? Oui, c'est une question importante, mais c'est important de continuer à se poser ces questions, à étudier ces questions. Comme ça, quand on arrivera à des applications commerciales, on espère pendant les prochains 10 ans,
on pourra les faire et on pourra avoir des applications technologiques responsables. Olivier, pour terminer. Oui, alors, il faut faire la part des choses entre la dimension du problème et la méthode pour l'approcher. Pour la dimension du problème, aujourd'hui, les gigawatts qu'on prévoit de déployer pour faire des LLM dans le monde entier, le projet à 200 milliards en Europe, les 500 milliards d'OpenAI aux États-Unis, ça va consommer des gigawatts. Et ce n'est pas un sujet qui concerne le quantique. Pourquoi ? Parce que tous ces gigawatts, ils sont faits pour servir des consommateurs, des utilisateurs avec des centaines de millions de personnes. L'ordinateur quantique, même si un jour il fait de l'IA, il ne servira pas en ligne comme ça à faire du temps réel pour des millions de personnes. Donc en fait, le besoin en termes de taille, il n'est pas le même. On aura probablement moins d'ordinateurs quantiques qu'il n'y aura de gros centres de calcul pour faire de l'IA grand public. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La taille du problème est limitée. Mais néanmoins, je le disais tout à l'heure, selon les technologies et les types de qubits qui sont employés, il y a un rapport que j'ai calculé moi-même qui est de 1 à 1000 en énergie consommée par les machines, selon la technologie qui va être utilisée. Mais sachant que je ne sais pas, et ça c'est un problème de machine learning d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une corrélation entre la consommation d'énergie qu'on peut imaginer dans le futur d'une machine et sa faisabilité technique. Parce qu'on pourrait imaginer que les plus chers sont les plus viables, et le contraire, ou le contraire. Et ça, on ne sait pas le dire aujourd'hui. Premier point. Et alors, maintenant, il y a une question de méthode. L'IA, notamment l'IA grand public, a montré que le sujet de la consommation d'énergie a été traité relativement tardivement dans la recherche et les développements technologiques. En gros, ça s'est emballé, tout le monde s'est mis à l'utiliser, ChatGPT a multiplié l'addition, et il y a un retard à l'allumage de la prise de conscience de cette question. L'objet justement de la Quantum Energy Initiative, qui est une initiative académique que j'ai lancée avec des collègues chercheurs, c'était justement de s'intéresser à cette question aussitôt que possible, malgré le fait que l'ordinateur quantique aujourd'hui n'est pas encore mature. Donc il vaut mieux se poser la question avant qu'après, parce que certains choix d'architecture qui sont faits très tôt peuvent conditionner la consommation d'énergie une fois qu'on déploie à grande échelle les machines. Donc au moins, d'un point de vue méthodologique, il y a du boulot, hein, je veux dire, on n'a pas terminé le boulot. Mais du point de vue méthodologique, au moins on s'y prend plus tôt. C'est ça la différence. Ouais. Merci, on est à court de temps. Merci à tous. On n'a pas de temps pour les questions, mais n'hésitez pas à vous ruer sur nos intervenants pour leur poser vos questions une fois qu'on sera sorti. Merci à tous, bon salon, bon après-midi.